L'approche win-win, un des exemples dans lequel qu'on peut mettre en place, c'est faire coïncider l'obligation de gérer ces déchets avec une lutte contre le gaspillage. Alors, quand je vous parlais des vases communicants, la restauration scolaire, c'est 80 à 250 grammes de déchets, retour plateau. Vous multipliez ça par les milliards les millions de repas servis par an. Voilà, vous avez des chiffres. C'est là que la restauration collective, ça devient un levier intéressant. Le coût des matières premières pour un repas, entre 1,50 € et 1,80 €. Vous en jetez 30%, vous jetez entre jusqu'à 50 centimes d'euros à la poubelle tous les jours. Bon, alors cet argent-là, il y a des cantines, des collectivités qui travaillent sur la réduction du gaspillage en se disant cet argent-là, on pourrait le dépenser beaucoup mieux. Bon, là, on voit des chiffres aussi, 10 tonnes de déchets par an. Pour une cantine peu attentive, c'est un repas qui sert 220, un restaurant qui sert 220 repas par jour tombe sous le coup de cette loi. Un restaurant plus vertueux avec 80 grammes de déchets par repas, eh il tombe sous le coup de la loi à partir de 700 repas par jour. Tout ça, c'est pour vous donner un petit peu des idées sur vraiment la manière dont on peut faire jouer ces vases communicants. Alors, pourquoi je parle des déchets? Vous allez le comprendre tout de suite, ça va nous permettre de rentrer dans une partie beaucoup plus intéressante du repas. Hein. C'est pas bon. Le produit est déjà payé par quelqu'un d'autre, on ne se sent pas concerné par ce coût-là. Ou bien alors le coût est déjà pris en compte et il rentre dans le prix de revient du service. Il est nécessaire de surproduire pour être sûr d'en avoir assez. Vous devez obéir à des directives qui vous disent quelle quantité préparer. Par exemple, imaginez un repas d'hôpital servi à une personne âgée qui n'a pas faim et vous avez un repas qui a une entrée, une viande, un accompagnement, un dessert et la personne va peut-être toucher un tiers de son plateau parce que de toute manière elle n'a pas la capacité de manger. Alors il y a des hôpitaux qui réfléchissent pourquoi à ces personnes-là on doit leur servir le plateau lambda, pourquoi pas s'intéresser plutôt à leur capacité de s'alimenter et leur donner ce qu'elles ont besoin. Et là vous avez un travail qui est fait au niveau du coût de la dénutrition, de la longueur des séjours à l'hôpital. Et un coût d'une chambre d'hôpital, c'est entre 500 et 1000 € par jour. Le coût d'un repas, c'est 5 à 6 €. Donc, c'est là qu'il faut relativiser et se rendre compte qu'on jette beaucoup d'argent par la fenêtre, finalement, et que par la restauration collective, par l'alimentation, on peut, en améliorant la qualité du service, finalement, économiser beaucoup d'argent. Donc, on parle vraiment d'investissement. Des normes sanitaires interdisent de récupérer les denrées services. Ça, c'est également un problème sur lequel beaucoup de personnes commencent à interpeller les législateurs et c'est très intéressant. Le coût des matières premières est réduit au maximum et là, il faut réfléchir un petit peu au fait, tant que vous achetez les matières premières à bas coût, c'est-à-dire vous allez acheter une nourriture qui coûte le moins cher possible, bon, elle finit à la poubelle, c'est pas grave. Le jour où vous commencez à dire pourquoi pas mettre du bio, pourquoi pas mettre des produits locaux que vous allez payer un petit peu plus cher, bon là, ça devient intéressant de savoir ce qui se passe au niveau des poubelles. Les cuisiniers sont loin des élèves. Et ça, c'est un peu la déshumanisation de la restauration collective. Alors, dans le livre, on va surtout en parler dans la partie des propositions, mais c'est vrai que c'est une dimension de la restauration collective qui est tout à fait intéressante. Alors, pour arriver à illustrer un peu toutes ces idées dont on parle dans le livre d'une manière un petit peu différente, mais j'ai pris un raccourci, c'est le travail d'un cuisinier de restauration collective. Hein. Il est cuisinier dans un collège de Bourgogne.
Il y a beaucoup de cuisiniers de la restauration collective qui pensent aujourd'hui que finalement, la restauration collective, c'était le parent pauvre de la restauration hors foyer, c'est-à-dire un service sans grain à pile. Hein. Tu as beaucoup utilisé le mot sexy, un repas qui n'est pas très très sexy. Eh bien, il y a beaucoup de cuisiniers aujourd'hui qui pensent que l'approche développement durable, le travail sur la qualité du repas de manière dans toute sa complexité, en essayant de comprendre qu'est-ce qui finit dans la poubelle, comment arriver à préparer un bon repas avec des matières premières de saison, sans une grande diversité parce qu'on essaye de s'approvisionner localement. Eh ben, ça peut devenir un métier avec un intérêt tout à fait digne d'attirer des bons éléments et de faire finalement de cette restauration quelque chose de plus que le fait de servir des repas parce que vous êtes à l'école ou parce que vous êtes sur votre lieu de travail ou parce que vous êtes prisonnier dans votre lit d'hôpital ou même dans une prison. Alors ces 10 commandements, le premier, tu utiliseras des bons produits. Donc, privilégie les circuits courts, les produits bio, les labels de qualité. Ne cède pas à la facilité de commander depuis ton bureau à partir des prospectus. Va voir les producteurs et sélectionne les produits du travail. Je vais raccourcir. Je suis un peu longue. C'est du travail en plus. Préparer des animations sur l'alimentation. Et c'est là où finalement, à travers le repas, vous communiquez une autre manière de s'alimenter et vous arrivez à toucher une population très large avec la restauration collective. Tu inviteras les adolescents en cuisine. Alors lui, il les invite pour faire des ateliers. Il arrive même à intégrer, à rapprocher, à faire de la cuisine un lieu éducatif avec des programmes transversaux avec d'autres matières qui sont enseignées dans le collège. L'éducation au goût qui est tout à fait intéressante. Le rôle éducatif de l'alimentation de l'école qui se poursuit jusque dans la cuisine. Tu inviteras des chefs étoilés dans ta cuisine. Bon, ben ça, c'est un peu la spécificité d'un cuisinier qui veut redonner une autre dimension à la restauration collective. Tu monteras des projets pluridisciplinaires. Tu diminueras le gaspillage alimentaire. Donc ça, on en a parlé. Tu agiras pour le développement durable, effectivement, dans la cuisine. Hein, on a vu que les impacts environnementaux sont plutôt au niveau de l'agriculture, mais en ce qui concerne les déchets, en ce qui concerne l'attention à la consommation d'énergie, de l'eau, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et surtout éducatives. La dimension du technicien de la restauration, c'est-à-dire le cuisinier, redevient un métier noble en restauration collective. Et puis la dernière, bon, la remise en question qui est une dimension toujours intéressante. Donc à travers ces commandements, finalement, ce que je voulais vous montrer après tous ces chiffres, c'est que la restauration collective peut devenir un levier qui aide à améliorer cette ville qui mange au-delà des cantines.